C'était par une aube étouffante à Ouagadougou que le président Ibrahim Traoré fit l'annonce la plus choquante de l'histoire récente de l'Afrique. Nous avons saisi 30 milliards de francs en faux billets, démantelé la plus grande conspiration économique contre notre pays et arrêté 50 conspirateurs, parmi lesquels d'anciens ministres, des hommes d'affaires influents et des étrangers. La salle de la conférence de presse plongea dans un silence de tombe, tandis qu'il brandissait une pile de billets contrefaits, impossibles à distinguer des vrais à l'œil nu. La foule de journalistes retint son souffle lorsque Traoré désigna l'écran géant où apparurent, un à un, les noms des impliqués. La conspiration était infiniment plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Tout avait commencé des semaines plus tôt, avec un détail presque imperceptible, mais qui allait changer à jamais l'histoire du Burkina Faso. Aminata Sawadogo, une jeune employée de la Banque centrale, dotée d'un regard affûté et d'une sensibilité aiguisée, remarqua quelque chose d'étrange sur les billets qu'elle manipulait quotidiennement. Ils avaient né la texture exacte, la coloration parfaite, les filigranes conventionnelles, mais un infime décalage dans les micro-détails de l'hologramme attira son attention. Au départ, elle pensa à une erreur d'impression, mais en rassemblant davantage d'échantillons, elle comprit que ce n'était pas une coïncidence. Elle porta immédiatement le matériel à son supérieur, le directeur Jean-Claude Caboret. Caboret, homme sceptique et endurci par des années de service, balaya d'abord la suspicion d'un revers de main. Cependant, l'insistance d'Aminata et une analyse plus approfondie révélèrent une vérité terrifiante. Il s'agissait de faux billets, d'une qualité exceptionnelle, si bien réalisés qu'ils passaient facilement les tests habituels. Seuls des équipements hautement spécialisés pouvaient les détecter. Caboret, blême, mesura l'ampleur du risque. Si cette information fuitait, elle pourrait déclencher une panique bancaire, entraînant l'effondrement du système financier du pays. Sans perdre de temps, Caboret alerta le ministre des Finances, Laurent Bong, qui ressentit lui aussi le poids d'une catastrophe imminente. Informé, Ibrahim Traoré, connu pour son impétuosité et son zèle nationaliste, réagit avec une colère contenue. Il frappa du poing sur la table et s'écria « Ce n'est pas seulement de la contrefaçon, c'est une déclaration de guerre économique. Ils veulent détruire notre monnaie, appauvrir notre peuple et prendre le contrôle du pays. » Immédiatement, Traoré convoqua une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. Étaient présents les principaux piliers de la défense de l'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le chef des services de renseignement et le gouverneur de la Banque centrale. La tension dans l'air était aussi dense qu'une fumée épaisse. Le chef des renseignements, le commandant Orago, fut le premier à apporter un éclaircissement sur ce mystère. « Monsieur le Président, nous avons détecté une augmentation anormale de la quantité d'argent en circulation sur le marché. Nous n'arrivions pas à localiser l'origine. Maintenant, c'est clair, ils impriment de la fausse monnaie et l'injectent dans notre économie pour provoquer l'inflation et l'instabilité. » Le gouverneur de la Banque centrale confirma, d'une voix tremblante, « L'offre monétaire a bondi de manière vertigineuse ces dernières semaines. Maintenant, nous savons pourquoi. » Traoré n'hésita pas. Il donna l'ordre immédiat de constituer une force spéciale composée des meilleurs agents de renseignement, d'experts financiers et des forces spéciales. Nous ne nous reposerons pas tant que cette menace n'aura pas été éradiquée. Les investigations commencèrent par l'analyse du papier utilisé pour les faux billets. Rapidement, ils découvrirent que ce type spécifique de papier n'était pas produit au Burkina Faso, mais avait été importé récemment. Les registres douaniers révélèrent une piste essentielle. Une cargaison de papier de sécurité de haute qualité était entrée dans le pays au cours des 6 derniers mois. Le capitaine Ibrahim Diallo, spécialiste des opérations de renseignement, présenta les preuves directement au président. Le papier a été importé par une imprimerie nommée Premarie Moderne, propriété de François Ouedraogo, informa Diallo, ajoutant « Et ce qui est plus curieux, monsieur le président, cet homme, jusqu'alors un homme d'affaires discret, est soudainement devenu millionnaire il y a environ 6 mois. Il a acheté une luxueuse villa, plusieurs voitures coûteuses et a commencé à fréquenter les cercles sociaux de l'élite. » Les yeux de Traoré brillèrent de colère et de détermination. « Voilà notre piste. Mettez-le sous surveillance. Je veux savoir qui il rencontre, où il va, ce qu'il mange et ce qu'il respire. Mais qu'il ne se doute de rien. » Et ainsi fut fait. Pendant des jours, la vie de François Ouedraogo fut observée minutieusement.
chaque pas suivi, chaque appel intercepté, chaque réunion enregistrée, jusqu'à ce qu'une nuit silencieuse, François quitta sa maison à bord d'un 4x4 noir en direction de la zone industrielle de la ville. « Cible en mouvement !» rapporta un agent de surveillance. La tension monta. François se dirigea vers une vieille usine abandonnée. À l'intérieur, les lumières étaient allumées et le bruit des machines était perceptible. Le commandant Orago mit Traoré à jour. « Monsieur, nous avons de l'activité. On dirait que les machines sont en fonctionnement. » Traoré prit personnellement le commandement de l'opération. Dans un convoi silencieux, 20 véhicules des forces spéciales avancèrent sans phare sur la route de terre, jusqu'à encercler complètement l'usine. « Attention, tout le monde à son poste. Personne ne s'échappe. Ils sont probablement armés. Soyez prudents, » ordonna le président. De l'extérieur, Traoré saisit un mégaphone et lança avec autorité. « Attention, vous êtes cernés. Sortez les mains en l'air. Ne résistez pas. » Silence. Seuls les bourdonnements des machines qui s'éteignirent peu à peu. Les lumières s'éteignirent. « Ils essaient de détruire les preuves !» déduisit Traoré. Sans perdre de temps, il ordonna « Envahissez, mais avec prudence !» Les portes furent enfoncées. Les forces spéciales avancèrent avec une précision chirurgicale. Il n'y eut pas de résistance armée, mais ce qu'ils découvrirent à l'intérieur était stupéfiant. Des dizaines de tonnes de papier de sécurité, des machines d'impression encore chaudes, des milliers de faux billets éparpillés sur le sol et les étagères, des plateaux contenant des encres spéciales et des composants chimiques pour une production à grande échelle. Traoré, en entrant sur les lieux, s'arrêta et contempla la scène avec un mélange de colère et de triomphe. « Voici le dispositif mis en place pour détruire notre pays », déclara-t-il, la voix chargée d'émotion. Le capitaine Diallo s'approcha et, tenant un dossier, informa. 12 arrestations, dont François Ouédraogo. Mais il y a plus, monsieur le président. Quoi? Demanda Traoré, impatient. Diallo ouvrit le dossier et révéla une liste complète. Nom, paiement, client. Tout est là. Traoré saisit le document, le feuilleta, et en lisant, blêmit. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. D'anciens ministres, des parlementaires, des hommes d'affaires de renom et même des figures étrangères. Le président releva la tête, les yeux enflammés d'indignation. Alors c'était ça. Ce n'était pas seulement de l'argent contrefait, c'était un plan pour prendre le pouvoir dans ce pays. À cet instant, l'un des prisonniers, Pascal Tapsoba, responsable technique de l'imprimerie, éclata en sanglots et demanda à parler. « Ils nous ont trompés, confessa-t-il. Ils ont dit que ce serait juste une impression ordinaire. Puis ils nous ont menacés. Si nous ne coopérions pas, ils tueraient nos familles. » Traoré se pencha vers lui, le regard fixe. Qui donnait les ordres? Pascal, tremblant, murmura. « De grands chefs, des étrangers. Ils ont dit qu'ils allaient en faire s'effondrer l'économie et placer l'un d'eux au pouvoir. »« Donnez des noms !» exigea Traoré, implacable. Et les noms tombèrent, un à un, comme des coups précis, révélant l'ampleur véritable de la conspiration. Traoré se redressa, prit une profonde inspiration et cria à ses hommes « Arrêtez-les tous, personne ne dort cette nuit. D'ici l'aube, chaque nom de cette liste sera derrière les barreaux. » L'ordre résonna dans l'aube silencieuse, et immédiatement, des escouades des forces de sécurité se déployèrent à travers Ouagadougou, envahissant des villas, des bureaux et des propriétés rurales, arrêtant des politiciens, des hommes d'affaires, des fonctionnaires et des complices étrangers. Quand le soleil se leva sur la capitale, 50 personnes avaient été arrêtées. Parmi elles, des noms jusqu'alors considérés comme intouchables dans la politique et l'élite économique du pays. La population, en se réveillant et en apprenant les arrestations massives, resta stupéfaite. Les rues se remplirent rapidement de manifestations de soutien à Traoré et de répudiation des traîtres à la patrie. Ce matin historique, le président convoqua une conférence de presse, avec les piles d'argent contrefaits saisies exposées derrière lui comme un trophée de la victoire nationale. Brandissant l'un des billets falsifiés, il demanda aux journalistes « Regardez bien, pouvez-vous distinguer ce billet d'un vrai ?» Le silence répondit pour eux. Traoré poursuivit « Eh bien, ils ont imprimé 30 milliards de francs, assez pour faire imploser notre économie et plonger notre peuple dans la misère. » Les journalistes, encore incrédules, commencèrent à poser des questions frénétiques. L'un d'eux, plus audacieux, demanda
Monsieur le Président, qui peut produire des contrefaçons d'une telle qualité? Traoré fixa l'auditoire et, d'une voix grave, répondit « Les noms, vous les verrez maintenant ». Il désigna l'écran qui projeta immédiatement la liste complète des impliqués. La salle plongea dans un silence sépulcral, seulement interrompu par les soupirs et les exclamations de choc des présents. Des ministres, des parlementaires, des magnates et, de manière stupéfiante, des connexions internationales de poids. Il continua. Ce n'était pas seulement une tentative de mettre de l'argent contrefait en circulation. C'était un coup orchestré pour détruire notre monnaie, provoquer l'inflation, plonger le peuple dans la misère et, finalement, renverser ce gouvernement pour le remplacer par un régime fantoche. À ce moment, un journaliste français leva la main et, sur un ton provocateur, demanda « Monsieur le Président, ces accusations sont graves. Avez-vous des preuves concrètes ?» Traoré sourit, mais ce fut un sourire froid. « Des preuves », répéta-t-il. « Nous avons les machines, les billets contrefaits, les registres bancaires, les confessions. Tout est documenté. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Ils ont été pris la main dans le sac. » À l'extérieur du bâtiment, des milliers de personnes se rassemblaient déjà en soutien au président. Des pancartes portant des slogans comme « Le Burkina Faso ne s'agenouille pas » et « Les traîtres en prison » étaient rebrandies, tandis que des chants patriotiques retentissaient. Pendant ce temps, les interrogatoires des prisonniers se poursuivaient sans relâche. Pascal Tapsoba fut le premier à briser le silence, confessant son implication sous la contrainte. Mais la confession qui bouleversa le plus les enquêteurs vint de François Ouédraogo. Après des jours de résistance, il céda enfin. « Oui, nous avons imprimé l'argent contrefait. Mais j'ai été forcé. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, ma famille en paierait le prix. »« Qui t'a forcé ?» demanda le procureur. Ouédraogo prit une profonde inspiration et révéla « L'ancien ministre des Finances, Jérôme Kari, est venu me voir. Il a dit que c'était un plan patriotique pour sauver le pays d'un dictateur, que c'était la seule façon de renverser Traoré. Ce témoignage suffit pour que Traoré convoqua une nouvelle conférence de presse, plus incisif, plus dur, plus déterminé. Maintenant, tout est clair, dit-il à la nation. Cette conspiration n'est pas née ici. Elle a été planifiée à l'étranger, financée par des puissances qui souhaitent voir l'Afrique à genoux, soumise. Brandissant des dossiers, il montra les preuves. Des transferts bancaires de plusieurs millions en provenance d'Europe, de banques à Dubaï, en Suisse, via des comptes intercalés pour brouiller les pistes. Des correspondances donnant des instructions sur les volumes à imprimer, les délais et les stratégies pour répandre l'argent contrefait. Il voulait nous détruire avec l'arme la plus silencieuse et la plus dangereuse, la manipulation économique, tonna-t-il. Pendant ce temps, les investigations s'étendaient au-delà des frontières du Burkina Faso. Interpol et des forces africaines collaboraient avec la force spéciale. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, 3 imprimeries clandestines furent envahies et désactivées, avec 20 personnes arrêtées. Au Ghana, d'immenses dépôts d'argent contrefaits furent découverts. Au Togo, des cellules du même réseau furent démantelées. Les enquêtes révélèrent que cette conspiration n'était qu'une partie d'un complot bien plus vaste, une tentative de déstabiliser toute l'Afrique francophone, en renversant les gouvernements nationalistes et en restaurant l'ancienne influence coloniale. Au cours d'un interrogatoire, l'ancien parlementaire Robert Zongo fit une confession explosive. Il ne s'agissait pas seulement de falsifier de l'argent, l'objectif réel était de créer une crise simultanée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. L'inflation exploserait, les armées se révolteraient, et des gouvernements alignés avec l'Occident prendraient le pouvoir. Lorsqu'on lui demanda qui dirigeait ce plan, Zongo, abattu, murmura « Les mêmes qui nous ont toujours contrôlés, Paris, Bruxelles, Washington ». Cette déclaration provoqua une vague d'indignation à travers le continent. Le peuple, saisi d'une colère jusque-là inconnue, envahit les rues d'Ouagadougou et de plusieurs villes africaines. Cette fois non seulement en soutien à Traoré, mais comme un cri contre l'impérialisme économique. Traoré proposa alors quelque chose d'inédit, la création d'une communauté monétaire africaine, avec des normes de sécurité impossibles à reproduire par les faussaires. « Il ne suffit pas de détruire l'ennemi », déclara-t-il. « Nous devons aussi blinder nos économies ». Lors d'une réunion extraordinaire de l'Union africaine, les représentants de 54 pays adhérèrent à la proposition. La Commission africaine de sécurité monétaire fut créée.
Traoré lui-même fut nommé président de la commission, reconnu comme un symbole de résistance et de souveraineté africaine. Tandis que les décisions politiques avançaient, la justice suivait son cours. Le 5e jour de l'opération, les premiers accusés furent traduits en justice. Les chefs d'accusation étaient graves: trahison, sabotage économique, terrorisme financier. Les preuves étaient irréfutables: registres de transactions, machines d'impression, relevés bancaires et, surtout, des confessions spontanées. La presse internationale, initialement sceptique et tentant de dépeindre Traoré comme un dictateur, dut reconnaître la réalité. L'argent contrefait existait, les arrestations étaient légitimes et la conspiration indéniable. Le 10e jour de l'opération, dans un acte symbolique retransmis en direct à toute la nation, Traoré jeta personnellement les premiers billets contrefaits dans un brasier, dans la cour de la Banque centrale. Les flammes consumèrent lentement les 30 milliards de francs contrefaits, tandis que le peuple, réuni sur les places, exultait et applaudissait. « Ce feu, » déclara Traoré face aux caméras, « ne brûle pas seulement du papier, mais aussi le système qui a tenté de nous asservir. C'est la fin de l'exploitation, le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. » Le laboratoire de sécurité de la Banque centrale, créé avec les machines saisies, devint une référence continentale. De jeunes ingénieurs africains commencèrent à y développer de nouvelles technologies de sécurité monétaire. Encre spéciale, hologramme, microécriture. Ce qui avait été utilisé pour détruire serait désormais utilisé pour protéger. Traoré, en visitant le laboratoire, fut ému. Voici le véritable triomphe. Nous avons transformé l'arme de l'ennemi en notre défense. L'Afrique ne sera plus trompée, ne sera plus vaincue. Lors de sa dernière apparition publique avant de clore officiellement l'opération, Traoré s'adressa au peuple réuni. Voici le miracle que nous avons réalisé ensemble. Non seulement nous avons stoppé une conspiration monstrueuse, mais nous nous sommes éveillés à ce que nous sommes, une Afrique forte, unie, souveraine. Le peuple répondit à l'unisson « Traoré, Traoré ». Et ainsi, avec la conspiration démantelée, les traîtres punis et l'économie sauvée, Ibrahim Traoré scella sa place dans l'histoire comme le leader qui empêcha la ruine de son pays et raviva l'esprit d'unité à travers l'Afrique. Dès ce moment, aucune tentative de soumission ne serait plus tolérée. La victoire sur la contrefaçon devint un symbole de résistance, et le peuple burkinabé, renforcé, commença à tracer avec confiance le chemin de l'autodétermination. S'il y a une leçon que le monde a apprise du Burkina Faso, c'est que même les attaques les plus silencieuses peuvent être vaincues avec du courage, de l'intelligence et de l'unité.